marché avec Carmignac, à un point régulier maintenant, en compagnie de Kevin Tauzé, portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. Bonjour Kevin et Bonjour Imren et bonjour à toutes et à tous. merci d'être présent. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer tout d'abord avec les principaux indicateurs et leur évolution. On te laisse la parole, Kevin. Alors si on va dire on passe peut-être plutôt que de faire une revue de marché parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment, c'est plus intéressant d'expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a amené ces réactions de marché et notamment sur la fin de la semaine. Eh bien, c'est que clairement, on va dire, c'est la menace, hein, et peut-être qu'on peut avancer d'une diapositive, Imen, s'il te plaît. C'est clairement bien voilà la menace de sanctions économiques, hein, c'est-à-dire que clairement ce qu'on a vu pour l'instant, eh bien, c'est que les autorités, en tout cas les pays développés, mettent de côté, on va dire la possibilité d'intervenir militairement en Ukraine, en tout cas de façon directe. Par contre, ce qu'ils n'ont clairement pas mis de côté, eh bien, c'est de mettre en place une guerre économique, elle, totale vis-à-vis de la Russie. Et donc eh bien, c'est bien ce qui s'est passé sur la fin de la semaine et notamment dans le week-end avec eh bien, la mise en place de sanctions extrêmement fortes visant à paralyser littéralement l'économie russe. Alors, on en parlait déjà la semaine dernière. Je vous disais que on avait vu des primes de risque sur les actifs russes remonter très fortement et donc eh bien on va dire le risque de voir en tout cas la probabilité de voir un défaut russe qui était remonté fortement, et ça en dépit de fondamentaux extrêmement forts. Et je vous mentionnais notamment que la Russie avait accumulé un véritable, on va dire, trésor de guerre, hein. C'était complètement isolé, hein. Je vous parlais de forteresse Russie, avec près de 650 milliards de réserves de change et d'or, ce qui couvrait à plus de 2 fois la dette du pays. Mais la réponse qui a été apportée par les Occidentaux, eh bien, elle a notamment ciblé ces avoirs de la Banque centrale russe avec un gel de ces derniers. Donc c'est non seulement le gel des avoirs de certains citoyens russes, mais aussi ceux de la banque centrale. Et ça touche près des 2 tiers eh bien, des avoirs de la banque centrale russe qui ont, on va dire, pour l'instant, littéralement disparu, auxquels cette banque centrale n'a plus accès. Et corollaire de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on vous le montre ici sur cette diapositive, c'est que vous voyez les prix d'une obligation russe. Donc, quand elle traite, on va dire autour de 100, c'est que eh bien la probabilité que vous soyez remboursé de cette obligation, hein, donc de ce prêt que vous faites à l'État russe, elle est donc la probabilité de défaut est de 0%. Et vous voyez qu'avec le niveau de prix extrêmement fort qu'on a vu, eh bien, elle est passée à plus de 80%. Pourquoi? Eh bien, parce que la réponse, on va dire russe à cette guerre économique totale mise en place par les Européens, eh bien, ça pourrait être, en tout cas, il est envisagé, c'est ce que les marchés anticipent, ça pourrait être un défaut, on va dire politique, hein, de ne pas rembourser ces emprunts. Alors, au-delà des sanctions, qu'est-ce qu'on peut eh bien essayer de se projeter sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans les semaines et dans les mois à venir? Il y a plusieurs risques, il nous semble. On va dire la principale conséquence de la crise et des tensions avec la Russie, eh bien, elle porte sur quoi? Elle porte essentiellement sur l'impact que pourrait avoir, on va dire, une hausse forte des prix des matières premières. Et là aussi, hein, il est tout à fait envisageable de voir les autorités russes conduire une forme de riposte, hein, en face de ces sanctions économiques extrêmement fortes. Ça pourrait prendre la forme d'un embargo, par exemple, sur les matières premières, hein, liées au secteur de l'énergie. Et le gaz russe représente une part très conséquente des importations de gaz en zone euro. Ça pourrait aussi être lié à des métaux, par exemple, hein, on pense à l'aluminium ou au titane, par exemple, qui sont nécessaires, hein, au secteur aéronautique. Donc ça aussi, ça pourrait venir, bien, on va dire, perturber la trajectoire et les perspectives de grands groupes comme Boeing ou Airbus, ou bien encore ça pourrait également être le cas sur des gaz rares, hein, au premier rang duquel le néon et par exemple son raffinement, qui sont indispensables pour la fabrication de semi-conducteurs. Donc tout ça pour dire quoi? Eh bien que
on pourrait bien voir des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement sur les semaines et sur les mois à venir. Donc ça, c'est un phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le choc auquel on va vraisemblablement faire face, hein, c'est-à-dire des prix du matière première qui sont relativement élevés d'un côté et eh bien, une inflation qui est elle aussi relativement de l'autre, eh bien, ça veut dire qu'on a un choc qui est de nature stagflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une croissance qui stagne et pour autant une inflation par les coûts, ce qui est un contexte extrêmement délicat pour les banquiers centraux, mais j'y reviendrai dans quelques secondes. Alors, vous avez ici eh bien la trajectoire de performance, en tout cas les performances sectorielles des actions mondiales sur la semaine, et ça vous illustre bien, eh bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vu les secteurs les plus défensifs, la santé, les services aux collectivités, les technologies de l'information, eh bien s'en tirer beaucoup mieux que eh bien des secteurs qui sont beaucoup plus cycliques, hein, la finance, la consommation discrétionnaire, les matériaux. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui est en train d'être intégré, en tout cas davantage intégré, eh bien, c'est bien ce scénario de ralentissement économique. Et donc, eh bien, les secteurs les plus cycliques vont plus souffrir que ceux qui sont bien plus visibles. Il y a quand même une exception dans ces secteurs les plus cycliques, et vous le voyez ici, c'est le secteur de l'énergie. Et là aussi, ça illustre bien ce que je vous disais sur ce qui commence à être intégré par les opérateurs marchés, les perspectives malheureuses auxquelles on peut s'attendre si la situation en Russie devrait perdurer, eh bien, c'est que justement, on soit bien ce contexte de stagflation, c'est-à-dire stagnation de la croissance économique, et donc ces secteurs de la santé, des services aux collectivités qui, bien, on va dire relativement parlant, s'en portent mieux que d'autres qui sont plus cycliques. Mais par contre, dans stagflation, il y a inflation, et inflation qui est essentiellement eh bien, nourrie par les matières premières et notamment l'énergie. Et donc on voit le secteur de l'énergie qui, là aussi, s'illustre sur la semaine. Si on Peut-être qu'on peut avancer d'une Oui. diapositive. Alors, effectivement, non, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, effectivement, le message du jour, du coup, c'est un choc largement stagflationniste. C'est du moins un risque aujourd'hui. Alors, il n'est pas encore matérialisé, mais en tout cas, il est palpable. Et donc, en fait, c'est ce qui vous amène aujourd'hui à quand même œuvrer quelques ajustements au niveau de vos allocations. Oui, tout à fait. Enfin, là aussi, si on doit mettre des chiffres hein, sur ce choc stagflationniste, c'est-à-dire chez Carmignac, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on conduit par exemple des scénarios et on essaie d'envisager quel scénario serait possible. Eh bien, si le conflit devait perdurer, on va dire on a un premier scénario adverse qui amènerait quoi? Qui amènerait une hausse des prix de l'énergie, hein, on dirait autour de 110 dollars en moyenne sur l'année. Il y aurait aussi une inflation des prix de l'alimentaire, hein, clairement, parce que eh bien l'Ukraine et la Russie exportent non seulement des matières premières, mais elles exportent aussi de l'alimentaire, et notamment sur tout ce qui est lié aux céréales. Et puis aussi, il y a un corollaire de ça, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on aurait aussi une baisse très forte des exportations vers la Russie. Et ça, quel impact ça aurait? Alors, on estime qu'en termes d'impact négatif sur le PIB, sur un impact de l'ordre de moins 0,2% sur le PIB américain à 2022, avec un impact sur l'inflation américaine à plus 0,7. En zone euro, bien, je vous le disais, on est beaucoup plus exposé à la situation, et donc on aurait eh bien, un impact sur le PIB qui serait plutôt de l'ordre de moins 0,5%, hein, qu'il faudrait enlever aux estimations actuelles, avec une inflation qui, elle, pourrait être plus élevée. Alors, on pourrait avoir aussi un scénario qui lui pourrait montrer, on va dire, dans le cadre d'une escalade des tensions, hein, un conflit qui s'enlise par exemple, et ça, je vous le disais, on pourrait voir la mise en place d'un embargo sur le gaz russe, c'est-à-dire qui pourrait être le résultat de la décision tant des autorités de Moscou que des autorités européennes. Alors là, pour le coup, le choc serait d'autant plus sévère, avec entre -1,5 et 2% de choc sur le PIB de 2022, avec une inflation qui accélérerait euh, d'autant plus. Donc on voit bien ce côté stagflationniste. Alors sur D'accord. les ajustements qu'on a conduits dans les portefeuilles, alors on, on vous en a choisi de vous en montrer deux aujourd'hui. Oui. Alors le premier, c'est sur Carmignac émergent, hein, donc un fonds d'action
émergentes. Et donc vous le voyez ici, donc vous avez illustré sur cette diapositive, d'une part l'évolution des investissements qu'on avait sur des sociétés russes sur le début de cette année. Je tiens à le préciser, pas des sociétés russes qui étaient liées à l'État russe, des sociétés on va dire indépendantes dans le secteur par exemple des technologies, dans le secteur de la finance également, notamment les places de bourse moscovites. Et donc vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait dans, on va dire avec la montée des tensions? Eh bien, on a réduit et réduit de façon assez significative nos expositions à ces marchés-là, parce que eh bien la visibilité se dégrade fortement, que dans le jeu des sanctions qui ont été annoncées par les autorités européennes, eh bien il y a possiblement l'interdiction de traiter certaines de ces valeurs, qui pourraient rentrer par exemple sous le coup de sanctions, mais là aussi on en avait parlé la semaine dernière. Donc on a réduit et on a aujourd'hui quasiment plus d'exposition à ces marchés d'actions russes. Ça, c'est une façon de gérer les risques dans un portefeuille. Et puis l'autre, c'est ce que vous voyez sur cette ligne continue, eh bien, c'est qu'on a monté les niveaux de liquidité dans le portefeuille. Et donc aujourd'hui, on en détient 10%, qui est le maximum qu'on puisse autoriser, parce que, encore une fois, c'est un fonds qui est pure action. D'accord. Et une deuxième illustration que tu voulais donner, c'était par rapport à Carmignac Patrimoine Europe. Oui, tout Donc, à fait. Donc, alors là, on parle d'un fonds qui est un fonds diversifié, un multi-actif. On peut acheter tant des obligations que des actions. D'ailleurs, on peut les acheter, mais on peut aussi les vendre. C'est fait aussi partie de ce qu'on peut faire dans le cadre de cette gestion-là. C'est très utile, et notamment dans des phases de marché adverses. Et là aussi, on va dire avec eh bien, ces perspectives de croissance économique qui déclinent, ce risque d'avoir une inflation qui est bien, somme toute, encore plus pérenne que ce qui pouvait être estimé il y a encore quelques semaines du fait de la situation russe. Eh bien, vous voyez que ce qu'on a fait, les ajustements qu'on a conduits dans les portefeuilles, c'est que sur la partie de gauche, on a réduit l'exposition au marché d'actions, donc Armignac Patrimoine Europe, pour en avoir entre 0 et 50%, mais qu'on était près de 50% il y a encore de ça, il y a de ça 2 mois. Et aujourd'hui, on en a entre 10 et 15%. Donc, on a réduit ça de façon très drastique pour s'adapter à l'environnement actuel. L'autre stratégie qu'on a mise en place, c'est qu'on couvre une partie du portefeuille, et puis on cherche aussi à avoir dans nos fonds, et notamment dans ces fonds multi-actifs, des stratégies de protection. C'est-à-dire, pour le coup, des investissements qui, eux, vont plutôt avoir tendance à bien se comporter si l'environnement adverse au risque devait se maintenir. Et donc, il y en a un qui est la sensibilité au taux d'intérêt, c'est-à-dire que vous achetez des obligations, vous vous exposez à des obligations d'émetteurs bien notés, ce qu'on appelle des actifs refuges. Et c'est bien ça qu'on a fait. Donc vous voyez que la sensibilité au taux d'intérêt est passée de territoire négatif, parce qu'on anticipait une inflation élevée, à une sensibilité positive. Pourquoi? Parce qu'il est vraisemblable que la Banque centrale européenne, en tout cas les perspectives de voir la Banque centrale européenne remonter ses taux dans le sillage de la crise actuelle en Ukraine, elle soit quelque peu repoussée. Donc ça, c'est un instrument, on va dire, plutôt traditionnel pour gérer les risques dans un portefeuille. Mais on a utilisé d'autres instruments qu'on vous liste ici sur la partie de droite. Notamment, on a acheté de l'or, alors via des ETF. On en a aujourd'hui 3% aussi. Là aussi, ce sont des instruments qui ont tendance à bien se comporter en phase de volatilité, de risque adverse, et qui, en plus de ça, peuvent bien, on va dire, digérer une remontée de l'inflation, en tout cas une inflation qui est relativement élevée. Et puis, bien sûr, les investissements, il y a des actions, des obligations d'État souverain, mais il y a aussi les marchés du crédit, donc on va dire des obligations, des prêts qui sont faits à des entreprises. Là aussi, la perspective, on va dire, de voir une situation qui s'enlise, une croissance moins élevée, elle justifie aussi de se protéger sur ce pan-là du portefeuille. Et donc, on achète une forme de protection. C'est comme une assurance, si vous voulez, pour réduire nos expositions à ces marchés du crédit. Alors, ce sont deux fonds qui, je le rappelle, sont totalement disponibles sur notre plateforme, donc easybourse.com, à la fois donc sur le compte titre, et pour ce qui concerne Carmignac Émergent, également dans notre assurance vie. Donc, vous pouvez les retrouver par le biais du code ISIN, donc, ou du libellé directement sur notre moteur de recherche principal. Donc, à présent, donc, on va laisser la place aux questions, et il y en a.
des questions. Donc, première question, Kevin, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui de probabiliser ce scénario de stagflation ou pas? Ben, il est quand même Et relativement élevé. dans la poursuite de cette question, du coup, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que vous surveillez de près, justement, pour envisager la matérialité de ce scénario, en fait? Ben, il est quand même, on va dire, le scénario de stagflation, il est quand même relativement, relativement élevé. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qui peut nous sauver de ce scénario de stagflation? Et ça, je pourrais y revenir ensuite. Alors, pourquoi est-ce qu'il est relativement élevé ce scénario de stagflation? Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la première, c'est qu'on était déjà, on va dire, en enfin, avant la crise, si vous le voulez, on était déjà dans un contexte où eh bien, on avait un ralentissement attendu de la croissance économique sur l'année 2022, et ça avec néanmoins, on va dire un environnement d'inflation qui pouvait surprendre à la hausse, et notamment du fait de la vigueur, par exemple, du marché du travail aux États-Unis, et d'une situation de plein emploi sur place. Alors, là aussi, ce risque-là, enfin, le risque de stagflation, il est principalement nourri par quoi? Eh bien, c'est principalement nourri par l'inflation qu'on voit sur les matières premières. Et donc, c'est bien ça qu'il faut regarder aujourd'hui, il nous semble, c'est ce qui se passe sur le fond sur le fond des matières premières. Et là, encore une fois, hein, toute mesure qui amènera à, on va dire, un gel des importations russes, ce qui a une probabilité, on va dire, relativement élevée. Pourquoi? Eh bien, parce que ça peut, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi bien être une décision qui viendrait de la Russie qu'une décision qui viendrait eh bien des États européens. Donc ça, c'est une chose à avoir en tête. Là aussi, hein, il y a aussi des choses qui peuvent venir soutenir l'économie mondiale et le cycle mondial. Il y en a un principalement qui sont eh bien les mesures de relance, en tout cas les perspectives de relance chinoise. Alors que si on essaye de voilà prendre un petit peu de distance, regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Eh bien, voilà, on a par exemple une réunion du parti communiste chinois qui commence là cette semaine, et devrait y être annoncé des mesures de relance et des mesures de relance budgétaires importantes. D'accord. Donc, OK. Une autre question donc, autour justement donc de votre stratégie d'investissement, donc est-ce que des ajustements ont été faits sur l'ensemble des fonds Carmignac dans un premier temps? Ça, c'est la première question. alors, bien sûr. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, je vous montrais l'exemple sur bien deux fonds qui sont référencés chez Zibourse. Euh, ces ajustements-là, on les a conduits dans de nombreux portefeuilles. C'est-à-dire que ce qu'on a eu tendance à faire sur le cours des dernières semaines, c'est d'adopter un positionnement, on va dire, graduellement plus prudent. Hein. Donc, on vous l'a montré ici sur Carmignac Patrimoine Europe. Carmignac Patrimoine Europe, il a un grand frère qui s'appelle Carmignac Patrimoine. Et donc, là aussi, on a eu tendance à réduire l'exposition nette au marché, au marché d'actions. Ce que je vous montrais sur Carmignac émergent, voilà, dans nos investissements actions dans le monde émergent, on n'est pas schizophrène. Ce qu'on met en place dans Carmignac émergent, eh bien, on le met en place dans dans nos autres fonds qui sont susceptibles de détenir des actions russes, par exemple, où on a largement soldé ses positions. Sur les marchés obligataires, comme je vous le montrais tout à l'heure, on a eu une réaction de marché qui a été extrêmement forte, hein, avec un environnement, on va dire, de liquidité relativement pauvre, et notamment avec toutes ces questions qui s'agitent, enfin toutes ces questions qui tournent autour de la mise en place des sanctions. Donc ce qu'on a fait, c'est que, eh bien, on a couvert nos investissements sur des obligations russes. Et ça, encore une fois, on a plusieurs instruments pour le faire, soit en achetant, je suis désolé, c'est un peu du jargon, mais ce qu'on appelle des CDS, c'est une forme d'instrument, une forme d'assurance, hein, pour, on va dire, nous prémunir d'un risque de défaut d'un émetteur qui soit lié plus spécifiquement au complexe russe, mais aussi plus largement au complexe émergent ou au marché du crédit. D'accord. Une toute dernière question pour ne pas faire trop long, cher client. On s'efforcera de répondre à d'autres questions donc lors des sessions prochaines. Bien sûr. Donc c'est est-ce que justement la configuration actuelle des marchés financiers peut être source d'opportunités par ailleurs? Alors,
l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire, la visibilité est relativement faible, hein. Il faut être, on va dire, assez transparent à ce niveau-là. On est en territoire inconnu, hein, c'est une véritable première, hein, ce qui se passe là. On va dire tant bien les mouvements de troupes russes, hein, on parle de l'Ukraine, hein, c'est plus de 40 millions d'habitants, hein, c'est pas la, c'est pas, voilà, il y a un parallèle qui est fait parfois avec la Crimée en 2014. En Crimée, il y avait 2 millions d'habitants. C'est quand même pas tout à fait la même chose. La réponse qui est mise en place et la réponse qui est apportée par les autorités européennes est aussi inédite, hein, c'est-à-dire que voilà, sans doute que alors, je fais pas de la réelle politique, mais si Monsieur Poutine comptait sur le fait que bien les Européens ne répondraient pas, ou en tout cas auraient une réponse plutôt tiède en étant très dépendants des importations de gaz russe, bien il s'est vraisemblablement trompé. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même être assez humble, être assez prudent. Et donc c'est aujourd'hui sans doute beaucoup trop tôt pour se réexposer massivement sur les marchés financiers. Donc, nous, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt une approche, on va dire, relativement prudente. Je vous l'ai dit, hein, sur Carmignac Patrimoine Europe, on est plutôt couvert et sur le risque action et sur les risques de crédit. On garde beaucoup de cash dans les portefeuilles, on en a une quarantaine de pourcents. Et puis dans Carmignac Émergent, c'est la même chose. On est là aussi, on garde du cash, alors dans une bien moindre mesure, mais on va dire à la limite de notre mandat. Et puis d'un autre côté, on se concentre sur des sociétés qui ont, on va dire, beaucoup plus de visibilité, donc sociétés, on va dire, plus de croissance visible que des sociétés très cycliques. Et aussi, on se concentre sur des secteurs un peu plus défensifs. C'est entendu. Merci énormément, Kevin. Merci à vous, Merci chers beaucoup. justement clients, d'avoir participé à cette nouvelle session. Nous vous retrouvons donc même jour, même heure la semaine prochaine pour de nouveau parler justement de l'actualité des marchés financiers. Merci énormément et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions en amont que nous pourrions par ailleurs poser au-delà justement des questions que vous nous posez en live. Merci énormément. Au revoir. Au revoir tout Merci, le monde. bonne journée, au revoir. Bonne journée.